Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, faisons un pas de plus dans la saga Freddy en critiquant un épisode un petit peu spécial de la franchise. Donc si vous suivez mes critiques, vous savez qu'on a déjà fait tous les épisodes de la saga dite traditionnelle et qu'il ne restait donc que 2 longs métrages. J'ai fait un petit saut dans le temps et j'ai décidé de passer directement au remake du premier épisode où figurait notre célèbre Freddy Krueger. Il se voulait également reboot des Griffes de la Nuit et promettait un nouvel avenir à cette franchise qui était morte à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui, ce qui vous laisse présager le succès qu'aura été ce remake. Enfin bref, ne nous avançons pas. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de A Nightmare on Elm Street, deuxième du nom. A Nightmare on Elm Street ou Freddy les Griffes de la Nuit en français est un film d'horreur fantastique sorti en 2010 et réalisé par Samuel Bayer, surtout connu pour avoir réalisé des tonnes de clips musicaux. Il s'agit d'un remake slash reboot des Griffes de la Nuit, censé faire repartir la franchise à zéro. Du coup, pour la première fois, nous ne retrouverons pas Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger, cette fois-ci interprété par Jackie Earle Haley, connu notamment pour Watchmen de Zack Snyder, Shutter Island de Martin Scorsese ou encore Robocop de Joseph Padilla. A ses côtés, comptons la présence de Rooney Mara, que vous avez pu voir dans The Social Network de David Fincher, Side Effects de Steven Soderbergh ou encore au Ghost Story de David Lowery. Citons également Kyle Gallner, vu dans Le Dernier Hit et American Sniper, ou Katie Cassidy, vu dans Terreur sur la ligne et Taken. Le film a été produit par Michael Bay, au même titre que les remakes de Vendredi 13 ou de Massacre à la tronçonneuse, et surfe donc sur le succès commercial de ces reboots de franchise, qui étaient monnaie courante dans les années 2000. De base, il était annoncé comme un hommage à l'œuvre de Craven et un remake du premier film, bien que Craven n'ait pas été invité à participer au projet, à son grand mécontentement. A Nightmare on Elm Street a disposé d'un budget de 35 millions de dollars, colossal par rapport aux autres films de la saga Freddy, et en aurait rapporté plus de 110 millions à travers le monde. Malgré cela, ce fut un échec critique, ne récoltant en général que des mauvaises notes à l'image de ses 4,5 sur 10 sur Sens Critique ou ses 15% de notes positives sur Rotten Tomatoes. A noter qu'il a tout de même la moyenne sur IMDb avec 5,2 sur 10, c'est déjà ça. Voilà donc pour le fameux remake qui, à l'époque, je l'avoue, me hypait terriblement. J'ai d'ailleurs été le voir avec un pote au cinéma et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir être témoin de ce renouveau, de cette résurrection. Enfin, de ce qui devait être une résurrection. On va relativiser un petit peu, je pense. Bref, avant d'aller plus loin, vous voyez que j'ai déjà quelques partis pris, je ne suis jamais très objectif, vous le savez, vous me connaissez. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce film au juste ? Eh bien c'est parti, et attendez-vous à être spoilé, j'en ai rien à foutre. Le film s'ouvre dans un dîner américain classique dans la petite ville de Springwood, où nous suivons un jeune nommé Dean qui ne dort plus depuis 3 jours. Mais ce restaurant a une bien drôle d'ambiance, le personnel n'est pas très avenant et Dean est obligé d'aller dans les cuisines pour prendre sa commande. Là, il se retrouve dans un lieu infernal et est attaqué par un inconnu aux gants doté de longues lames tranchantes. Bordel de merde, je me demande bien qui est ce gars. Mais c'est là que Dean se réveille. Ouf! Ce n'était qu'un rêve. Mais la blessure à la main faite dans son cauchemar est en fait bien réelle. Merde! Ce n'était pas qu'un rêve. Mais ce petit imbécile se rendort quelques secondes plus tard et se fait égorger par l'inconnu au visage brûlé par un mélange de maquillage et de CGI douteux. Et cette scène arrive en vrai, puisque sa pote Chris le voit s'égorger lui-même en murmurant « Tu n'es pas réel !» Mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Putain, on peut plus dormir tranquille dans un restaurant sans se faire égorger pendant qu'on dort? Putain, ça c'est bien les États-Unis, hein. Vraiment, quel pays de merde. Évidemment, ce suicide sordide secoue fortement la petite communauté de Springwood, et plus particulièrement les jeunes de la génération de Dean. D'ailleurs, lors de son enterrement, Chris trouve des photos de elle et de lui à 5 ans, alors qu'ils n'étaient pas censés se connaître à cette époque. De plus, elle commence à faire elle-même d'étranges cauchemars dans lesquels un fou affublé d'un gant aux lames de couteau la poursuit, et elle fait le lien avec les rêves que son ami Dean faisait. Paniquée, elle décide de mener son enquête, tandis que Nancy, la petite serveuse du dîner du début du film, est chez elle et s'endort, puis se fait réveiller par une silhouette qui nage littéralement dans son mur. Chris, elle, cherche des photos d'elle petite chez elle, mais n'en trouve pas. Elle décide de fouiller dans le grenier, mais y trouve d'étranges choses comme une petite robe lacérée par des griffes. Puis, elle se fait attaquer par le méchant inconnu qui lui demande si elle se souvient de lui. Mais ce n'était qu'un rêve, donc elle se réveille en criant. Puis, Nancy se fait draguer par Quentin, le fils du proviseur de leur lycée, et Chris s'endort en cours, et se retrouve dans une salle de classe complètement dévastée, en présence du vilain inconnu très pas beau et très pas gentil, avant de se réveiller en hurlant dans sa classe. Seulement cette fois, elle remarque qu'une mèche de ses cheveux a vraiment été coupée, alors que c'était censé arriver seulement dans son rêve. Notre vilain inconnu serait-il un ancien coiffeur névrosé? Le mystère reste entier.
Effrayée, Chris ne sait plus trop comment réagir et se retrouve seule chez elle le soir. Seule? Pas exactement, puisque son ex Jess décide de la rejoindre en passant par la fenêtre. Ils ont une discussion sur leur cauchemar et se rendent compte qu'ils font tous deux le même, ce qui effraie considérablement Chris alors que Jess reste en mode « ce ne sont que des rêves, blablabla, blablabla ». Ils décident de passer la nuit ensemble pour que Jess puisse la rassurer. Ouais, c'est ça. La rassurer, hein? Ouais. Malheureusement, ça n'empêchera pas Chris de retrouver l'inconnu dans ses cauchemars et cette fois, il se montrera moins courtois. Après l'avoir pourchassé dans une école maternelle, il se met à la dépêcer sous les yeux terrifiés de Jess, qui la voit voler d'un bout à l'autre de la pièce sans pouvoir rien faire. Convaincu qu'on l'accusera du meurtre et complètement sous le choc, il s'enfuit de la maison de la façon la moins discrète possible et se rend chez Nancy pour lui raconter ce qui s'est passé. Elle lui révèle alors qu'elle entend toujours une chanson parlant d'un certain Freddy. Tout ça n'aura pas servi à grand chose puisqu'il se fait arrêter quelques secondes plus tard et se retrouve dans une cellule dans laquelle il fait tout pour ne pas s'endormir. Puis, alors que Quentin fait des recherches sur la privation de sommeil dans une bibliothèque, il s'endort, ce qui est cocasse, et tombe sur l'inconnu entouré de petits-enfants juste avant d'être réveillé par Nancy. Juste après, c'est au tour de Jess de se faire trucider dans son sommeil, il n'aura pas résisté bien longtemps. Mais tout le monde s'en fiche de lui, comme sa copine d'ailleurs, hein, et c'est à peine si sa mort sera évoquée. Oui, elle sera évoquée une fois, pendant même pas 2 secondes. Donc voilà. On s'en fout de toi. Quentin apprend à Nancy que quand tu es très fatigué, ton cerveau fait des sortes de micro-pauses pour se recharger comme une sorte de micro-sommeil. Bref, Nancy finit par questionner sa mère à propos de Freddy pour savoir si ce nom lui dit quelque chose, et elle lui répond que cela ne lui dit rien, de la façon la moins crédible au monde. Puis, Nancy s'endort dans son bain et rencontre également l'homme cauchemar dans une école maternelle qui lui dit qu'elle est sa préférée, sa petite Nancy, avant de la lécher de façon très sensuelle. Mais elle se réveille grâce à un coup de téléphone de Quentin et ils décident de se voir pour parler du cauchemar qu'elle vient de faire. Ouais, c'est ça, pour parler du cauchemar, ouais. Les deux petits fouineurs se mettent alors à fouiller dans les affaires de la mère de Nancy et trouvent une photo de classe de maternelle où toute leur petite bande est présente alors qu'aucun d'entre eux ne se souvient d'avoir rencontré les autres durant leur enfance. Et enfin, sa mère décide de lui parler. Elle lui révèle que Freddy était le jardinier de leur école maternelle, qu'il vivait dans le sous-sol de celle-ci et qu'il abusait des enfants dans son repère. Elle leur explique que lorsque les parents ont appris ses agissements, il s'est enfui avant que la police n'ait pu mettre la main dessus, et que leurs cauchemars sont donc d'horribles souvenirs qui remontent à la surface. Mais cette explication ne convainc pas Nancy malgré les efforts de Quentin et de sa mère, mais même si celui-ci ne croit pas à ces histoires, il reverra son jugement après avoir croisé le tueur dans ses rêves alors qu'il était à la piscine. Joli slip de bain. Et il apprendra que ce sont leurs parents qui se sont occupés du jardinier, pas la police. Ils l'ont coincé et lui ont foutu le feu, littéralement, décidant de régler ce petit problème eux-mêmes. Nancy, elle, continue ses recherches et tombe sur des vidéos d'un mec qui fait les mêmes cauchemars et qui est de plus en plus terrifié au fur et à mesure de ses posts, jusqu'à mourir dans son sommeil en vidéo. Mais attends, mais qui a posté la vidéo s'il est mort en la tournant ? Toujours est-il que Nancy est désormais convaincue que cette école maternelle est au centre de cette histoire et décide de s'y rendre avec Quentin. Sur le chemin, ils font plusieurs cauchemars et croisent Freddy à de multiples reprises, qui se montrent de plus en plus violents. Ils pensent alors comprendre que lorsqu'ils étaient petits, ils ont dénoncé Freddy pour des actes qui en fait ne se sont jamais produits, et qu'il revient pour les punir de leurs mensonges. Mais ils finissent enfin par trouver l'école et surtout le repère de Freddy, laissé à l'abandon, dans lequel ils retrouvent plein d'objets comme des photos de petits et des preuves des actes immondes de l'ancien jardinier. Il avait vraiment abusé d'eux, et les enfants n'avaient donc pas menti dans leurs accusations. Nancy décide alors de s'endormir volontairement pour essayer de ramener Freddy depuis son sommeil dans le vrai monde. Malheureusement pour elle, Quentin, qui était censé rester réveillé pour veiller sur elle, s'endort et rencontre Freddy en premier. Il se fait défoncer la gueule, mais est sauvé par la présence de Nancy dans son rêve, détournant l'attention du jardinier coiffeur-tueur. La jeune fille fait alors face à son poursuivant qui l'emmène chez elle pour la persécuter, mais avant qu'il ne puisse la tuer, Quentin la réveille enfin. Eh ben, Freddy, t'aurais peut-être pu l'achever quand on avait l'occasion, avant de l'épargner pour on ne sait quelle raison. Freddy, tu serais pas un peu con ? C'était un poème gratuit offert par votre vidéaste préféré. Mais les deux jeunes ont réussi à ramener le tueur dans la vraie vie, et il y est beaucoup moins impressionnant. Ils arrivent à le combattre et même à le blesser, et vont aller jusqu'à parvenir à le tuer avant de brûler l'école. Puis, Nancy rentre chez elle, et contre toute attente, sa mère se fait tuer par Freddy, il n'était donc pas mort ! Et puis c'est fini. Bon voilà pour le scénario, difficile à dire, du film. Et si vous me le permettez, on va enfin se pencher sur la question de qu'est-ce qui vaut ce film ? Bah oui, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Est-ce que je le trouve bon ? Je crois que vous avez eu quelques indices depuis le début de la vidéo, mais bon, voilà. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont un petit peu... Et on va comme d'habitude commencer par une analyse, même si le mot est un petit peu fort, qui va débuter tout de suite. Tout d'abord, force est de constater que le film revient aux sources de la saga Freddy en termes d'ambiance et de ton, ce qui nous donne une œuvre plus sombre que les derniers volets de la saga, souvent empreint d'un humour cartoonesque vachement présent. Ici, Krueger ne fait pas vraiment d'humour, même s'il lâche quand même une ou deux punchlines. C'est plus un tueur sadique, en plus d'avoir une histoire remaniée pour en faire un pédophile de son vivant, et non pas un simple tueur d'enfants entre guillemets.
En soi, c'est plutôt une bonne idée, puisque ça permet de revenir à un authentique film d'horreur. Pour ce faire, l'équipe du film a décidé de puiser dans les moments forts du film d'origine et a récupéré donc les meurtres et les séquences les plus mémorables. Vous y retrouverez donc le Freddy qui apparaît à travers le mur, le gant qui sort du bas entre les cuisses de Nancy, le meurtre de la jeune fille balancée sur le plafond de sa chambre en mode possédé, le cadavre dans le sac mortuaire qui s'adresse à Nancy, etc. Jusqu'au prénom de notre personnage principal, Nancy, bien que ce soit un personnage différent de celui qu'on connaissait autrefois, puisqu'elle se nomme Nancy Holbrook et non pas Nancy Thompson. À ses côtés, nous retrouverons Jess et Chris, des références à Jessie, héros de la revanche de Freddy, et de Kristen, héroïne du 3e volet et personnage du 4e. Donc, pas mal de références et de petits clins d'œil, un changement d'ambiance, mais surtout un changement de croque-mitaine. Freddy Krueger est donc ici plus brutal, plus sombre, moins bavard, mais aussi un petit peu plus réaliste. Le jeu de Haley est plus sobre que celui d'Englund, et ce changement se ressent vraiment fort. Il marque un petit peu moins le métrage de son empreinte, et ses victimes sont plus de véritables héros que les adolescents qu'il a affrontés dans certaines de ses aventures passées, qui restaient continuellement dans son ombre. D'ailleurs, on peut constater que le film tente de développer un questionnement, à savoir, qu'est-ce qu'un monstre? Est-ce que le monstre est vraiment cette créature au visage brûlé, ou n'était-ce pas plutôt ce gentil jardinier, proche des enfants, qui a utilisé sa proximité et sa position pour abuser de gentils petits enfants? C'est un sujet qui ne sera pas vraiment exploité en profondeur, n'y voyez pas là de jeu de mots, mais qui est plus ou moins proposé aux spectateurs. Aussi, le film tente de nous présenter des adolescents en décalage avec leurs parents, avec qui le dialogue est compliqué et teinté de mensonges, et qui ne peuvent secourir leurs enfants à cause justement de cette communication rompue. Un sous-texte déjà présent dans les premiers films de la franchise, mais à nouveau ici exploité simplement en surface, sans en faire grand-chose. Ce que je retiens du film, c'est qu'il tente des choses, qu'il a quelques idées, mais qu'au final ça ne donne pas grand-chose. Et du coup, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça en passant à la critique pure et dure du film et en commençant par les points positifs, parce que oui, il y en a. Eh bien, ce que j'ai préféré dans le film, c'est sa photographie, que je trouve très jolie. De manière générale, son esthétique est bien maîtrisée, et il dégage vraiment quelque chose de sombre, voire de cauchemardesque dans certaines séquences. Tout ça n'est pas très étonnant quand on connaît l'incroyable carrière de Samuel Bayer dans la réalisation de clips musicaux, et effectivement, cette expérience se ressent fortement dans la mise en scène et l'imagerie de ce remake des Griffes de la Nuit. La musique est également un point très positif du film, le thème légendaire de Freddy y est remixé et remis au goût du jour avec efficacité, ajoutant une petite dose de nostalgie mêlée d'angoisse à une atmosphère volontairement plus sombre. C'était une bonne idée, ça permet de prolonger l'iconisation de Krueger tout en renouvelant son identité. Nous avons ici un scénario avant tout basé sur le mystère et qui évolue un petit peu comme une enquête policière. Les maigres changements de personnalité et d'origine de Freddy permettent tout de même un tout petit peu de surprendre le spectateur même si celui-ci connaît bien le tueur. Malheureusement, ce ne sont que des détails qui n'impactent finalement que très peu le scénario ou les personnages et qui ne sont là que pour faire gonfler la profondeur de l'intrigue de façon artificielle. Mais bon, l'idée était quand même de mettre en avant l'envie d'ajouter quelque chose à la franchise, même si ce n'est qu'une demi-réussite, voire même moins. En soi, le changement de Freddy est une réussite, lui, puisqu'il était souhaité pour être très exactement comme cela, et ce n'est pas un résultat obtenu par hasard, donc. Du coup, l'équipe du film a atteint son objectif avec ce Krueger plus froid et plus sobre, plus proche d'un tueur d'enfants réaliste que ne l'était l'original. À vous de juger si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas, ils ont fait ce qu'ils avaient en tête, et ça, c'est saluable. Et après les points positifs, c'est le tour des points négatifs. Et je vous soupçonne d'avoir été nombreux à regarder cette vidéo juste pour ce point-ci. Alors, pour moi, le plus gros souci de cette œuvre est son scénario. Il se veut complexe, profond, avec différents niveaux de lecture, mais n'est en fait qu'une relecture pompeuse de l'histoire originale, remplie d'incohérences complètement stupides et d'ellipses ridicules. Les personnages y sont également creux et vides, tous, même la Nancy que nous suivons, et sont pour la plupart très peu attachants. Alors certes, c'est le cas de nombreux slashers, mais ici, l'histoire se prend au sérieux, et se veut justement plus intelligente, mais ne fait que nous priver des côtés fun des slashers habituels. Bah oui, ce film c'est un petit peu la mort du fun, les meurtres sont tous très banals ou inintéressants, sauf ceux qui sont repris du film d'origine et que du coup vous connaissez déjà. Freddy ne se montre pas très imaginatif et même assez stupide parfois, comme lorsqu'il laisse Quentin en vie pour le simple plaisir de permettre un Deus Ex Machina stupide et prévisible. Et pour les séquences reproduites du premier film, elles sont très peu intéressantes. Dans le meilleur des cas, elles font aussi bien que ce à quoi nous avions eu droit en 1984, mais dans le pire, elles sont ratées. Le moment où la tête de Freddy semble traverser le mur est un échec ridicule, une exagération inutile de la même séquence dans le premier film qui était bien plus réaliste, effrayante et surtout jolie. Ce film est sorti en 2010, on aurait pu avoir de jolis CGI, mais souvent, ils sont laids, tellement laids, on n'y croit pas du tout. C'est très dommage, surtout que la franchise Freddy a quasiment toujours bénéficié de très bons maquillages, et ce même quand les épisodes étaient de qualité globalement médiocre. Et c'est valable pour Krueger, qui dans ce nouvel opus n'est pas juste maquillé, mais également retouché avec des effets spéciaux qui le rendent tout simplement moins réaliste, en plus de moins intéressant et moins unique, tout simplement. Ici, il est surtout caractérisé par son chapeau, son pullover ou son gant à griffes, alors qu'avant, son visage était tout aussi iconique.
Enfin bref, c'est triste à dire, mais je trouve que le film est complètement raté. Il se veut terrifiant, mais nous propose surtout des jumpscares gratuits et nuls, alors que pour le coup, la saga Freddy était à l'origine loin d'être la pire sur ce point-là. Les meurtres sont très peu gore, originaux ou effrayants, et l'enquête qui se veut complexe est plus ou moins débile et évidente. Alors c'est bien de vouloir proposer un univers plus sombre et plus dur, plus réaliste, un personnage plus réalistement méchant et effrayant, mais il faut pouvoir proposer une histoire intéressante et des protagonistes un poil plus attachants et réalistes. Et surtout, parvenir à instaurer une ambiance qui fonctionne réellement. Ce n'est pas le cas ici. Désolé pour la répétition du mot réaliste, mais je pense que vous l'aurez compris, je suis pas content. Enfin bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas le plus grand fan de ce remake, malheureusement. Mais on va tenter de synthétiser un petit peu tout ça avec une conclusion tout de suite. Le remake de A Nightmare on Elm Street est raté. Il est évidemment plus difficile de faire un reboot des aventures de Freddy que de celles de Jason ou de Leatherface, simplement parce que Krueger est un authentique personnage, c'est plus qu'un masque. Ici, la proposition faite par le film n'est pas idiote, mais mal fichue, et ce nouveau Freddy Krueger n'a simplement pas les épaules pour assumer un tel rôle. Il n'est absolument pas mémorable et n'aura pas réussi à relancer une franchise que la nostalgie nous poussait malgré tout à attendre avec envie. Et surtout, en se prenant autant au sérieux, il perd tout le côté fun des slashers, et comme il n'est pas aussi intelligent qu'il le pense, il paraît stupide et même inintéressant. C'est dommage, car je pense réellement que, d'une certaine manière, si ce film ne prétendait pas être un Freddy, il aurait gagné en qualité et je l'aurais préféré. Mais que voulez-vous, dans son véritable contexte, je l'ai trouvé raté et ce fut une cruelle déception, malheureusement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque. Encore un film de Freddy que nous avons critiqué sur la chaîne, n'oubliez pas que j'ai fait tous les autres, sauf un certain crossover. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, le crossover viendra, je vous rassure. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux ou en me faisant un petit don sur Tipeee, voire même en visionnant une pub incroyablement stylée sur Utip. Ça m'aide financièrement et vous n'avez même pas à débourser un seul centime. Je rappelle que j'organise une rencontre abonnée à Bruxelles le 26 octobre 2019. Toutes les informations sont dans la description avec le lien Litchi, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Vous verrez, il y a plein de youtubeurs qui seront présents et ça va être trop stylé. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.